En 1984, les indépendantistes kanaks regroupés sous la bannière du Front de libération kanak socialiste, le FLNKS, décident la création d'un gouvernement provisoire présidé par Jean-Marie Tjibaou. Un acte de rupture avec le gouvernement socialiste qui leur proposait un énième statut du territoire. La hache d'un des leaders du FLNKS qui fracasse une urne lors des élections territoriales marque le passage à la violence des indépendantistes pour se faire entendre. C'est là que je me suis rendu compte qu'un pays existait à côté de mon existence, qu'il y avait des populations qui ne se sentaient pas automatiquement à l'aise dans le système colonial et qu'elles exprimaient à ce moment-là leur répulsion de ce qui leur était imposé. En 1986, la droite française revient au pouvoir et fait table rase des projets de la gauche. Jacques Chirac gagne les élections législatives et s'impose comme Premier ministre de François Mitterrand. Commence alors une stratégie d'étouffement des révoltes kanaks. Bernard Pons, le nouveau secrétaire d'État aux territoires d'outre-mer, propose un nouveau statut et un référendum pour mettre fin aux aspirations des indépendantistes. Tous les Français résidant sur l'île depuis plus de 3 ans participent au scrutin. Résultat sans surprise, une très forte majorité rejette l'indépendance. Le FLNKS de Jean-Marie Tjibaou avait appelé au boycott du scrutin, un boycott largement suivi dans les tribus kanaks. Le référendum était la solution pour purger l'indépendance. C'est ça en réalité. Bernard Pons disait, avec ses yeux bleus à la télévision, on va montrer à la France et au monde que la Nouvelle-Calédonie veut rester au sein de la République. Et on se disait, on va tous aller voter en masse, et comme ça, une fois que le oui à la France l'aura remporté, les indépendantistes y rentreront chez eux et on en aura terminé. Au début de l'année 1988, Michel Rocard consulte sur de nombreux dossiers et pense à la prochaine élection présidentielle. Il espère que François Mitterrand, son adversaire de toujours dans le camp socialiste, ne se présentera pas pour un second mandat. La Nouvelle-Calédonie vit une tragédie à laquelle le nouveau président élu dans quelques mois devra trouver un dénouement. Je pense que ça l'a conduit à agir avec plus de discernement, plus de lucidité, parce que justement il avait cette expérience de l'histoire d'Algérie. Donc oui, je pense que ça l'a marqué. Le 10 mai, Michel Rocard arrive à l'hôtel Matignon pour la passation de pouvoir avec le candidat malheureux à l'élection présidentielle Jacques Chirac, qui l'accueille souriant. La poignée de main est franche et amicale, les deux hommes se connaissent depuis longtemps. Lorsqu'ils se retrouvent en tête-à-tête pour les échanges habituels sur les dossiers sensibles, la discussion est moins amicale sur ce qui s'est déroulé en Nouvelle-Calédonie. À près de 20 000 kilomètres de ce lieu de pouvoir de la République française, les Calédoniens s'attendent au nouveau chamboulement qui accompagne l'arrivée de chaque nouveau gouvernement. C'était la double peine. On avait non seulement Mitterrand qui venait d'être élu président de la République, donc c'était un deuil, et puis on a ensuite Rocard, militant anticolonialiste, qui est Premier ministre. Donc là on se dit franchement, c'est sûr que les socialistes qui sont pour nous les alliés objectifs des indépendantistes, par une de leur turpitude habituelle, vont encore accompagner les indépendantistes dans leur combat. Michel Rocard sait qu'un consensus national est nécessaire pour trouver une solution à la crise calédonienne. Une mission pluraliste est constituée pour nouer le dialogue en Nouvelle-Calédonie avec des personnalités de gauche comme de droite, un franc-maçon et 2 représentants de la religion chrétienne. Après une nuit de négociations, un accord est conclu au petit matin du dimanche 26 juin. C'est une réussite pour Michel Rocard et un acte courageux et risqué pour les 2 leaders calédoniens. Une poignée de main entre les ennemis d'hier symbolise le nouveau destin de la Nouvelle-Calédonie. Tous les membres de la délégation de Jacques Lafleur signent l'accord de Matignon. Du côté des indépendantistes, Jean-Marie Tjibaou n'obtient pas l'adhésion de tous. Un de ses lieutenants, Léopold Jorédier, refuse d'apposer sa signature et lui inflige une humiliation dans la presse. Je ne savais pas ce que c'était ces accords,
Mais rien que le fait qu'un acte puisse être signé entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou était quelque chose de quasiment surréaliste, quoi. Et je me souviens très bien ensuite du congrès du RPCR qui devait s'exprimer et décider de la position à tenir sur les accords de Matignon. Et Jacques Lafleur fait son discours, un certain nombre de personnes interviennent à la tribune pour dire « Bon Jacques, on n'est pas trop d'accord avec toi, mais on te fait confiance. Hein » C'est un petit peu les thématiques, on ne comprend pas tout, on n'est pas trop d'accord, mais on te fait confiance parce que tu es le chef. Hein, il y a quand même un côté bonapartiste. L'approbation péniblement acquise auprès de ses partisans, Jean-Marie Tjibaou revient à Paris avec une nouvelle délégation pour négocier des modifications et apporter des précisions à l'accord de Matignon, signé 2 mois auparavant. 3 provinces sont créées pour permettre aux indépendantistes kanaks de diriger 2 d'entre elles, le Nord et les îles Loyauté. Un rééquilibrage économique accompagne ce nouveau découpage afin d'aider au développement des parties du territoire jusque-là délaissées. L'homme du compromis est aussi celui du parler vrai. Il tient un langage de vérité aux Calédoniens. Aux Caldoches, il demande de tourner la page d'un système inégalitaire où une seule communauté domine toutes les autres. Et devant les Kanaks, il exprime son souhait de voir la Nouvelle-Calédonie rester au sein de la République française afin d'éviter une rupture qui pourrait provoquer une guerre civile entre les communautés. C'est pas dans la grille de lecture qu'on avait. On se dit, mais attends, il est socialiste, il est anticolonialiste, etc. Et puis, il dit que la Nouvelle-Calédonie, son choix personnel, c'est qu'elle continue au sein de la République. Un homme de courage, de conviction, et pas toujours là où on croit qu'il allait être. La paix en Nouvelle-Calédonie ne s'est pas faite seulement au prix du sacrifice de quelques symboles. Jean-Marie Tjibaou et son plus fidèle lieutenant, Yewene Yewene, sont assassinés en mai 1989 par un militant du FLNKS qui contestait l'accord passé 1 an auparavant avec les opposants à l'indépendance. En 1998, le référendum pour l'autodétermination prévu par l'accord de Matignon est remplacé par une approche consensuelle. Un nouvel accord est signé par les successeurs de Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. L'accord de Nouméa est signé en même temps que l'inauguration d'un magnifique centre culturel qui porte le nom de Jean-Marie Tjibaou. Un symbole de la reconnaissance d'une culture et d'une civilisation kanak. Une très large autonomie est accordée à la Nouvelle-Calédonie qui récupère toutes les compétences d'un État à l'exception des domaines régaliens. La question de la pleine souveraineté est reportée à nouveau d'une vingtaine d'années par l'accord de Nouméa. Le bilan des accords de Matignon et de Nouméa est exceptionnel. Exceptionnel. On passait de la préhistoire au XXIe siècle, on est passé d'une situation coloniale à une situation de relations respectables et responsables entre Calédoniens d'une part et entre la Nouvelle-Calédonie et la France d'autre part. La question, c'est comment la Nouvelle-Calédonie pourra vivre avec cette revendication jusqu'à temps qu'elle se transforme et qu'elle permette à l'idée de souveraineté, qui est l'idée de base des indépendantistes, de s'exercer non plus à l'extérieur de la République, mais à l'intérieur de la République. La Nouvelle-Calédonie est à un tournant de son histoire. Les drames du passé semblent lointains pour la nouvelle génération qui vit le destin commun légué par ses aînés. Les Calédoniens écrivent une nouvelle page de leur histoire et cherchent à surmonter les antagonismes qui perdurent pour inscrire dans la durée le processus engagé il y a 30 ans. La cohabitation pacifique, elle n'est pas suffisante parce qu'au bout d'un moment, on n'arrivera plus à cohabiter pacifiquement. Le pas qu'on doit accomplir, c'est plus celui d'une cohabitation pacifique, c'est plus celui d'une conciliation des légitimités. On doit désormais conjuguer nos légitimités et en faire qu'une seule, celle du peuple calédonien.